Le système nerveux végétatif ou le système nerveux autonome. Donc ce cours-là, on va le voir sur le plan suivant, on va le définir, on va voir l'organisation du système nerveux autonome, les deux composants du système nerveux autonome, voir le parasympathique et le sympathique, les différences structurales et fonctionnelles entre les deux composants de ce système autonome, la différence fonctionnelle entre le sympathique et le parasympathique, les neurotransmetteurs et les récepteurs, et les centres végétatifs supérieurs. Donc avant de voir euh, la définition du système nerveux autonome, il est important de voir ou de faire rappel sur l'organisation générale du système nerveux dans notre corps. Donc pour le système nerveux, il est divisé en deux grands systèmes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Donc le système nerveux central, c'est bien la partie du système nerveux qui se trouve dans l'axe crânio-médulaire ou crânio-vertébral. Donc on va trouver deux organes, deux répartitions ou deux divisions importantes, l'encéphale et la moelle épinière. Donc l'encéphale, c'est la partie du système nerveux central qui va se loger dans la boîte crânienne. Et la moelle épinière, c'est la partie qui va se trouve au niveau de la colonne vertébrale. Pour l'encéphale, on va trouver le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral ou la moelle allongée. Et pour la moelle épinière, c'est la partie qui va occuper toute la hauteur de la colonne vertébrale, presque toute la hauteur de la colonne vertébrale, jusqu'à une longueur estimée en regard avec la vertèbre lombaire, la deuxième vertèbre lombaire. Le système nerveux périphérique, donc c'est l'ensemble de, de parties ou de fibres nerveuses qui va relier le système nerveux central aux différentes régions du corps, c'est-à-dire à la périphérie du corps. Donc on va parler d'un système de câbles, un système de communication entre le centre et la périphérie du corps à travers les nerfs, en deux sortes de nerfs, nerfs crâniens qui sortent du crâne et nerfs rachidiens qui sortent de la colonne vertébrale. Donc pour le système nerveux périphérique, il va se diviser en système nerveux somatique, donc c'est toute partie du système nerveux périphérique qui va être responsable du contrôle nerveux du muscle squelettique et du mouvement généralement, c'est-à-dire de tout le squelette, pardon, le muscle squelettique, les os et les articulations, et le système nerveux autonome qui est le sujet de notre cours. Donc pour le système nerveux autonome, donc c'est en abréviation c'est le SNA et le SNV, le système nerveux végétatif, assure l'innervation des viscères, donc le cœur, le tractus digestif, les tissus glandulaires, des muscles lisses, des vaisseaux et des divers éléments cutanés tels que les glandes sudorépare, les muscles pilomoteurs. Donc la définition du système nerveux autonome, c'est bien la partie du système nerveux périphérique responsable de l'innervation des viscères internes du notre corps. Généralement, c'est le muscle lisse et c'est les glandes ainsi que le muscle cardiaque. Le système nerveux végétatif intervient dans de très nombreuses régulations du milieu intérieur, homéostatique et participe à divers comportements et réactions émotionnelles. C'est-à-dire, euh, le système nerveux autonome, il va être responsable d'une grande partie de régulation du milieu intérieur, par exemple la concentration des éléments à l'intérieur du sang, le pH, la température, c'est-à-dire les- l'équilibre ou l'homéostasie du corps, et participe à divers comportements et actions émotionnelles. On va voir que
Il y a certains états émotionnels comme le stress, la joie, la peur, etc. Ils vont déclencher une panoplie de sécrétions hormonales et de changements au niveau du milieu intérieur, donc qui est en partie sous le contrôle du système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif se divise en deux systèmes, le système orthosympathique appelé système sympathique et le système parasympathique. Donc, la majorité des viscères reçoivent une double innervation avec toutefois des exceptions pour les glandes sudorépares, pour les muscles pilomoteurs et de nombreux vaisseaux sont innervés exclusivement par l'orthosympathique. Le système nerveux autonome est mis en jeu de façon réflexe. Il reçoit des informations sensitives d'origine périphérique par l'intermédiaire des récepteurs viscéraux, gagne les centres végétatifs et une réponse appropriée et élaborée est transmise à la périphérie grâce aux fibres effectrices du système nerveux autonome. Donc de ce fait, on se rappelle aux différents mécanismes homéostatiques de régulation, c'est-à-dire le système nerveux végétatif, il va se travailler ou il va contrôler certaines fonctions comme la digestion, la miction, la circulation sanguine, la respiration, sous forme d'une voie nerveuse ordonnée, c'est-à-dire de récepteurs vers un centre nerveux jusqu'au l'effecteur. On parle de réflexe végétatif. L'activité du système nerveux autonome elle-même est modulée par d'autres parties du système nerveux comme le tronc cérébral, l'hypothalamus et certaines parties du système limbique. C'est-à-dire le système nerveux autonome, bien qu'il se situe au niveau du système nerveux périphérique, il est responsable de contrôle et de régulation de plusieurs fonctions végétatives telles que la respiration, la circulation sanguine, la régulation de la température, la régulation de l'équilibre acido-basique, etc. Mais il est sous le contrôle du système nerveux central. Donc, sous le contrôle, il est contrôlé par structure supérieure qui se situe au niveau du système nerveux central. Donc, l'organisation fonctionnelle du système nerveux végétatif, c'est-à-dire comment se fait l'assimilation et l'acheminement de l'information nerveuse au niveau du système nerveux végétatif. Donc là, on va directement vers le schéma. Donc il faut savoir que le système nerveux autonome, il est une voie nerveuse effectrice binaurale. C'est-à-dire qu'il y a deux neurones entre le centre nerveux et l'effecteur. Là, pour mieux comprendre, on peut faire référence au système nerveux somatique qui est une voie nerveuse effectrice mononeurale. C'est-à-dire qu'il y a une seule fibre nerveuse entre le centre et la cellule musculaire striée qui est bien le motoneurone alpha. Pour le système nerveux autonome, il y a la succession de deux fibres nerveuses entre le centre nerveux, généralement c'est au niveau du tronc cérébral ou la moelle épinière, et l'effecteur, comme on a vu, soit c'est une cellule musculaire lisse, cellule musculaire striée cardiaque ou cellule glandulaire. Donc, les deux fibres nerveuses successives qui se succèdent, ils se relient dans c'est-à-dire un centre nerveux périphérique qui s'appelle le ganglion végétatif. D'ailleurs, la définition de la terminologie de ganglion, c'est un amas de cellules nerveuses en dehors du système nerveux central. Donc, on reprend que le système nerveux végétatif, c'est une voie nerveuse effectrice faite par la succession de deux fibres nerveuses reliées dans un ganglion végétatif. Donc, la fibre nerveuse qui se trouve avant le ganglion végétatif, on l'appelle fibre préganglionnaire.
ou neurone préganglionnaire, donc qui va du centre nerveux vers le ganglion végétatif. Et la deuxième fibre, pardon, c'est du ganglion végétatif vers l'effecteur. Donc c'est la fibre végétative post-ganglionnaire. Donc il faut savoir qu'il y a une différence de calibre et même une différence en l'existence au nom de la gaine de myéline entre la préganglionnaire et la postganglionnaire. Généralement, la préganglionnaire, c'est une fibre de type B, donc calibre petit avec petit revêtement en myéline. La fibre végétative postganglionnaire, c'est une fibre de type C, pardon, c'est-à-dire un diamètre plus petit que la préganglionnaire, sans l'existence de gaine de myéline. Le système nerveux autonome est classiquement divisé en deux grands systèmes, comme on a déjà vu. C'est le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Ces deux systèmes prennent origine au niveau du tronc cérébral et au niveau de la moelle épinière. Comme si c'est un système nerveux périphérique, donc on va parler de nerfs crâniens qui sortent du crâne et de nerfs rachidiens qui sortent de la moelle épinière. Là, c'est pour vous montrer les nerfs crâniens, c'est-à-dire pour voir l'origine des deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc, on va commencer par le système parasympathique. Le système parasympathique, il est défini par une autre définition, c'est un système crânio-sacré. Donc, il a deux origines, origine crânienne et origine médulaire au niveau de la région sacrée. Donc, pour l'origine crânienne du système nerveux végétatif parasympathique, on a les quatre nerfs. Le 3, c'est le nerf oculomoteur. Le 7, c'est le nerf facial. Le 9, c'est le glossopharyngien. Et le 10, c'est le nerf vague. Et dans certains cas, on trouve accessoirement le nerf spinal, le nerf 11. Donc pour le parasympathique, il a deux origines, origine crânienne et origine sacrée au niveau de la moelle épinière. Pour la région crânienne, c'est les nerfs crâniens. Donc il a origine de troisième nerf, du septième, le facial, du neuvième, donc c'est de l'hypoglosse, glossopharyngien, pardon, et le nerf vague, le dixième. Accessoirement, on peut trouver le nerf spinal ou la, le- la onzième paire crânienne. Au niveau de la moelle épinière, donc au niveau de la moelle épinière, c'est bien la région sacrée. Donc la région sacrée, c'est la région basse de la colonne vertébrale. Donc normalement, on a 5 racines sacrées. Pour l'origine du système parasympathique, c'est du S2 jusqu'à S4, c'est-à-dire S2, S3 jusqu'au S4. Là, c'est pour le système parasympathique. Le parasympathique ou le crânio-sacré avec deux origines, crânienne et rachidienne. Pour le sympathique, il a l'origine au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire au niveau de la région thoracique et lombaire. Depuis la deuxième vertèbre thoracique, c'est la D2 ou la T2, donc soit thoracique, soit dorsale, jusqu'au troisième vertèbre lombaire. Donc c'est un parasympathique, il est appelé aussi orthosympathique parce que la région du dos et l'ombre, c'est la région qu'on utilise pour faire la station, c'est-à-dire debout. C'est orthosympathique ou sympathique. Ça, c'était pour les origines ou pour le sympathique et le parasympathique. Donc, on va voir ça. Pour le parasympathique, on a dit que c'est origine crânienne et sacrée. Il y a une autre caractéristique du parasympathique, c'est que le parasympathique, il a un effet localisé. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de rapport 1
1, c'est-à-dire il y a une seule synapse entre la fibre préganglionnaire et postganglionnaire. C'est-à-dire l'effet ou la stimulation du parasympathique va nous donner une action limitée et de courte durée. Pour le sympathique, on a vu que l'origine c'est au niveau de la région dorsale et lombaire. La stimulation du système nerveux sympathique, c'est une stimulation qui va nous donner une action diffuse et lente, c'est-à-dire la durée de l'action elle est lente. On parle de rapport 1-20, c'est-à-dire une seule fibre préganglionnaire va porter synapse avec jusqu'aux 20 fibres postganglionnaires. Il y a une exception, c'est pour la glande médulo-surrénale. Donc la glande médulo-surrénale, c'est une glande qui se situe au-dessus du rein. Donc on a deux, à gauche et à droite. Ça fait partie de la glande surrénale, pardon. Donc se situe au-dessus des deux reins. Cette glande-là, elle sécrète deux hormones qui sont la noradrénaline et l'adrénaline. C'est-à-dire dans une grande majorité de quantité, elle est utilisée dans le système nerveux végétatif. On va voir pour quel système. Juste pour l'organisation anatomique de cette glande, c'est que la glande médulo-surrénale, elle est considérée comme un ganglion végétatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fibre post-ganglionnaire. La fibre préganglionnaire, elle se termine directement sur les cellules de cette glande qui sont les cellules chromatophines pour sécréter les hormones au niveau de la circulation sanguine. Là, c'est un schéma qui va nous montrer que chaque organe, il reçoit une innervation sympathique et une innervation parasympathique. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'œil, pour les muscles de l'œil, par exemple la pupille, au niveau des glandes salivaires, au niveau des branches pulmonaires, pour le cœur, pour le foie, l'estomac, l'appareil génital, l'appareil urinaire, etc. Donc chaque organe, il va recevoir une branche d'innervation sympathique, une autre branche d'innervation parasympathique. Juste pour quelques exceptions, pour les glandes sudorépares, pour les muscles pulomoteurs et pour quelques vaisseaux cutanés qui reçoivent uniquement une innervation sympathique. Là, c'est un schéma qui va nous faire une différence entre les actions du sympathique et parasympathique sur certains organes. Donc, si on prend le cas de la pupille, donc pour le sympathique, il va y avoir une dilatation de pupille. Et on parle de mydriase. Pour le parasympathique, c'est une contraction de la pupille et on parle de phénomène de myosis, c'est-à-dire la restriction de diamètre de la pupille ou myosis. La mydriase, c'est une dilatation, augmentation du diamètre de la pupille. Pour les glandes salivaires, donc pour les glandes salivaires, la stimulation du sympathique, elle va arrêter la sécrétion de la salive, alors que pour la stimulation parasympathique, elle provoque la sécrétion salivaire. La dilatation des bronches, c'est-à-dire la bronchodilatation dans le cas de la stimulation sympathique, et la contraction des bronchioles dans le cas de la stimulation du parasympathique. C'est-à-dire la bronchodilatation sympathique et la bronchoconstriction parasympathique. Pour le cœur, pour le rythme cardiaque, donc il y a une accélération du rythme dans la stimulation sympathique et un ralentissement du rythme dans la stimulation parasympathique. Pour la glande médulo-surrénale, comme on a vu, on a une augmentation ou une sécrétion d'adrénaline dans le cas de la stimulation sympathique. Donc, de ce fait, la glande médulo-surrénale fait partie du système nerveux sympathique. Pour la sécrétion gastrique, il va y avoir une diminution de la sécrétion pour la stimulation sympathique, augmentation de la sécrétion pour la stimulation parasympathique. Le mouvement intestinal ou le péristaltisme intestinal ou la motilité intestinale
Il va y avoir une diminution de ce mouvement ou de cette motilité dans le cadre de stimulation sympathique et augmentation de ce mouvement dans la stimulation parasympathique. Pour le contenu colique, il va y avoir une rétention de ce contenu dans la stimulation sympathique et une vidange dans la stimulation parasympathique, c'est-à-dire évacuation du contenu en dehors du corps. Pour la vessie, donc on a rétention du contenu vésical, c'est-à-dire rétention d'urine dans la stimulation sympathique et vidange de la vessie ou diurèse en cas de stimulation parasympathique. C'est-à-dire si on va analyser les différentes actions du sympathique et parasympathique sur les différents organes, on va déduire qu'il y a c'est-à-dire un antagonisme de fonctionnement, c'est-à-dire lorsqu'un système accélère l'activité de l'organe, l'autre système la freine, que ce soit pour le parasympathique ou le sympathique, les deux. Par exemple, le cœur, le sympathique augmente l'activité, le parasympathique diminue l'activité ou la fréquence cardiaque. Alors pour le tube digestif, le sympathique diminue l'activité alors que le parasympathique augmente l'activité de la digestion ou de tube digestif. Très bien. Donc il y a là un autre point, c'est la différence structurale entre le sympathique et le parasympathique. La différence des neurones postganglionnaires orthosympathiques, les neurones postganglionnaires du système parasympathique sont très courts. Donc les neurones préganglionnaires atteignent directement l'organe cible. Le ganglion est situé à côté, voire dans la paroi de l'organe. Là, je pense qu'on va voir sur le schéma mieux. Très bien. Donc là, c'est un schéma qui va nous schématiser les différences structurales et fonctionnelles du système sympathique et parasympathique. Donc la première étape, c'est le système, ou le premier schéma, pardon, c'est le système parasympathique. Donc là, c'est la localisation du centre nerveux, donc que ce soit le tronc cérébral ou la moelle épinière. Donc pour le parasympathique, vous voyez la fibre préganglionnaire, le ganglion végétatif et l'effecteur. Pour le sympathique, c'est la même chose. Donc c'est la succession de deux fibres pré- et postganglionnaires. Pour les différences anatomiques et fonctionnelles, on voit que la fibre parasympathique préganglionnaire, elle est plus longue que la fibre préganglionnaire sympathique. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de la localisation du ganglion végétatif, que ce soit pour le sympathique ou le parasympathique. Donc, pour les ganglions végétatifs du sympathique, elles sont à côté de la moelle épinière de part et d'autre, c'est-à-dire à droite et à gauche de la moelle épinière, on trouve c'est-à-dire les ganglions du système nerveux sympathique. Alors que pour le parasympathique, les ganglions sont loin du centre nerveux, que ce soit la moelle ou le tronc cérébral. Pour le système nerveux, pour la fibre postganglionnaire, pardon, pour le parasympathique, elle est plus courte, voire dans certains cas absente. Le postganglionnaire se termine directement dans la paroi de l'organe. On parle de fibre postganglionnaire intramurale, c'est-à-dire dans la paroi de l'organe. Par contre, le système nerveux sympathique, orthosympathique, la fibre postganglionnaire, elle est... Pardon? La fibre postganglionnaire du sympathique, elle est plus longue que celle du parasympathique. Et même pour les ganglions, le ganglion végétatif du système parasympathique, il est loin, il est pris viscéral
dans le parasympathique et il est paravertébral, c'est-à-dire proche de la colonne vertébrale, dans le sympathique. Là, c'est un schéma qui va nous montrer la différence entre le système somatique et le système autonome avec les trois cas de figure. Le système parasympathique, le système sympathique et le cas de la médulo-surrénale. Donc pour le somatique, on voit que pour le somatique, on voit qu'il y a une seule fibre nerveuse entre le centre nerveux et le muscle squelettique. C'est le motoneurone alpha. Alors que le système nerveux autonome, il y a toujours la succession de deux fibres. Fibre préganglionnaire, c'est-à-dire fibre préganglionnaire avant le ganglion, et fibre postganglionnaire après le ganglion végétatif partant. Donc, les différences au sein du système nerveux végétatif entre le parasympathique et le sympathique. Vous voyez bien que la préganglionnaire parasympathique, elle est plus longue que la préganglionnaire sympathique. Le contraire est vrai pour les postganglionnaires. Postganglionnaire parasympathique est plus courte par rapport aux fibres postganglionnaires sympathiques. Là, pour les mots NIMU, là, c'est pour les récepteurs des neurotransmetteurs. On va voir par la suite c'est quoi. Donc, pour la médulo-surrénale, j'ai dit que la médulo-surrénale, elle est considérée comme un ganglion végétatif sympathique. Donc, la fibre préganglionnaire, elle se termine directement au niveau des cellules chromatophiles de cette glande. Donc, il n'y a pas de fibre postganglionnaire, c'est-à-dire la fibre préganglionnaire stimule directement les cellules chromatophiles pour avoir la libération des monoamines des monoamines qui sont la noradrénaline et l'adrénaline au niveau du sang. Là, c'était pour les différences structurales. Pour les différences fonctionnelles, pardon. Donc, c'est on fait une analyse des actions du sympathique, parasympathique sur les différents organes de l'organisme. Par exemple, si on prend le sympathique, il provoque l'accélération du rythme cardiaque, la mydriase, la dilatation du diamètre pupillaire, la bronchodilatation, l'arrêt de l'activité digestive, etc. Donc ces phénomènes-là qui sont des phénomènes rapides et intenses, qu'on les trouve généralement dans les situations de stress, dans les situations de fuite, dans les situations c'est-à-dire de lutte contre un état de stress, un état de peur, un état de danger. Donc, c'est bien la stimulation sympathique. On voit que l'augmentation de l'activité de ces organes-là nécessite généralement un apport important d'hyperdition énergétique. Alors que les phénomènes qui sont observés dans la stimulation parasympathique, le myosis, le ralentissement cardiaque, le déclenchement des phénomènes de digestion, de vidange, que ce soit colique ou vésicale, c'est des actions qui se déroulent au cours de l'état de repos, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas une consommation excessive d'énergie ou d'apport énergétique. Donc, ces deux systèmes qui composent le système nerveux végétatif se travaillent de manière antagoniste mais synergique, c'est-à-dire il y a toujours une balance entre les deux systèmes. Si l'activité du sympathique augmente, l'activité du parasympathique s'installe c'est-à-dire pour revenir à l'état d'équilibre. C'est l'action du parasympathique se déroule beaucoup dans le temps. L'action du sympathique vient pour, c'est-à-dire activer les différentes actions dans les organes.
les neurotransmetteurs et les récepteurs du système nerveux végétatif dans le corps. Donc pour le système nerveux végétatif, il y a deux neurotransmetteurs importants, la noradrénaline et l'acétylcholine, mais dans des sites différents. Pour l'acétylcholine, c'est toutes les fibres préganglionnaires, que ce soit sympathique ou parasympathique, c'est l'acétylcholine. Pour la noradrénaline, c'est les postganglionnaires, les fibres postganglionnaires sympathiques. Pour le postganglionnaire parasympathique, c'est bien l'acétylcholine. Donc, si on peut résumer, les fibres végétatives cholinergiques sont toutes les fibres préganglionnaires sympathiques et parasympathiques et les fibres postganglionnaires parasympathiques. Et même pour la noradrénaline, c'est uniquement les fibres postganglionnaires sympathiques. Donc, les neurotransmetteurs, ces neurotransmetteurs nécessitent des sites récepteurs pour se fixer dans les organes, pour se fixer au niveau des canaux ioniques qui se trouvent soit au niveau du ganglion, soit au niveau de l'effecteur. Pour cela, donc, chaque neurotransmetteur a des récepteurs précis. Pour l'acétylcholine, elle a deux types de récepteurs, les récepteurs muscariniques et les récepteurs nicotiniques. Donc, les récepteurs nicotiniques, ils se trouvent au niveau des ganglions végétatifs et les récepteurs muscariniques, ils se trouvent au niveau des effecteurs. C'est-à-dire pour les fibres préganglionnaires, que ce soit parasympathique ou parasympathique, c'est au niveau des ganglions végétatifs, l'acétylcholine va se fixer sur le récepteur nicotinique pour véhiculer l'information végétative. Pour les sites postganglionnaires, donc pour l'acétylcholine, c'est les récepteurs muscariniques au niveau des fibres parasympathiques et pour la noradrénaline, c'est les sites adrénergiques ou les récepteurs adrénergiques. Donc, mais il faut savoir que l'action de la stimulation sur les sites, elle se diffère entre un organe et d'autres pour les deux neurotransmetteurs. Donc, une fois libérée dans l'espace synaptique, l'acétylcholine se fixe sur le récepteur cholinergique qu'elle active. Pour le système parasympathique, ce sont les récepteurs muscariniques. L'action muscarinique de l'acétylcholine au niveau de ces cibles se fait par le relais de plusieurs types de récepteurs. Par exemple, le récepteur M1, sécrétion acide au niveau de l'estomac. Récepteur M2, ralentissement du cœur, innervation des glandes lacrymales et salivaires. Il existe d'autres types de récepteurs M3, M4, M5 dont la fonction est moins bien connue. Les récepteurs adrénergiques sont de deux types, alpha et bêta. Alpha avec de ce type alpha 1 et alpha 2 et bêta avec de ce type bêta 1 et bêta 2. Donc généralement les alpha ils ont un effet excitateur et les bêta ils ont un effet inhibiteur. C'est-à-dire la stimulation des fibres ou des sites alpha va nous donner un PPSE et les bêta va nous donner un PPSI. Mais toujours, la stimulation des récepteurs, elle se diffère entre un site effecteur et un autre. C'est pas toujours la même action ou le même potentiel. Les centres végétatifs, c'est supérieur. Donc, on va directement vers le schéma. On a dit que la partie du système nerveux central responsable c'est-à-dire responsable ou qui est à l'origine du système nerveux parasympathique, c'est au niveau de la moelle épinière, au niveau du tronc cérébral. Mais il y a des structures qui contrôlent l'activité du système nerveux végétatif qui se trouvent dans le système nerveux central, surtout l'hypothalamus et le système limbique. Donc, les fonctions végétatives qui sont réglées au niveau de la moelle épinière, c'est bien la miction, c'est-à-dire la fabrication ou l'élimination d'urine. La diffaction, c'est l'élimination des selles par le côlon. L'érection et l'éjaculation, c'est des actions
ou c'est des fonctions sexuelles qui sont réglées au niveau de la moelle épinière. C'est on monte plus haut, c'est au niveau du tronc cérébral, donc les fonctions végétatives qui sont contrôlées au niveau du tronc cérébral, c'est la régulation du diamètre des pupilles, la respiration, l'activité cardiaque, la pression artérielle, la déglutition. Ils ont leur contrôle dans le système nerveux ou dans le tronc cérébral. Pour l'hypothalamus qui est une partie du système nerveux central, se situe dans le centre du cerveau ou dans le diencéphale, donc entre c'est-à-dire le cortex cérébral et le tronc cérébral, qui est responsable ou qui est le centre d'intégration du système nerveux autonome. Plus il y a au niveau du cortex cérébral le système limbique, donc le système limbique, c'est le cinquième lobe interne du cerveau qui se trouve à l'intérieur du cerveau, responsable des fonctions végétatives et surtout comportementales et émotionnelles. Et tout ça, il est contrôlé dans un niveau supérieur dans le cortex cérébral ou plus précisément dans le lobe frontal. Donc ça, c'était l'hiérarchisation du contrôle du système nerveux végétatif de niveau plus bas, qui est la moelle épinière, d'un niveau plus haut vers le cortex cérébral, dans le cortex ou le lobe frontal. Donc, comme conclusion, on peut dire que le système nerveux autonome établit un lien important entre le système nerveux central et de nombreuses fonctions physiologiques de l'organisme, telles que la respiration, la digestion, la circulation sanguine. Il joue un rôle capital dans le maintien de l'équilibre du milieu intérieur, l'homéostasie, donc par équilibre de concentration, pH, température, concentration de soluté dans le sang, etc., grâce au contrôle de divers organes et tissus. Je vous remercie.